Bonsoir. Mon intervention, elle a pris la forme lorsque j'ai entendu l'ONU déclarer qu'il y avait une famine à Gaza, tout simplement en manipulant les chiffres et en transformant les chiffres pour prouver qu'il y avait effectivement une famine, alors que 24 heures plus tôt, les chiffres qu'utilisait l'ONU pour désigner une famine quelque part n'étaient pas les mêmes. Et donc j'ai découvert que l'ONU avait créé une langue spécifique pour les juifs, une novlangue, comme la langue de Orwell dans 1984. Je vais vous faire un inventaire de mots. Vous les connaissez tous. Vous allez voir l'affiliation de tous ces mots. Je ne vais pas vous donner la définition des mots, vous les connaissez, mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ces mots s'enchaînent les uns après les autres. Le premier de ces mots, qui désigne le peuple juif, il est très ancien. C'est le mot déicide. C'est-à-dire que le peuple juif est ce peuple absolument incroyable qui a réussi à tuer un dieu. Est-ce que vous pouvez imaginer crime plus important, plus extraordinaire que celui-là? C'est le premier mot. Une fois qu'on a défini ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire évidemment que les juifs sortent de l'humanité. Et en fait, on va voir dans la liste de mots que je vais vous apporter que c'est à peu près toujours ce qui est en jeu. Comment fait-on pour sortir les juifs de l'humanité? Le deuxième mot que vous connaissez, ghetto. Ghetto, c'est un mot qui est inventé au Moyen-Âge pour les juifs de Venise. En France, on avait les juiveries. Donc on a déjà inventé un mot pour isoler les juifs, encore une fois. Mais il se passe quelque chose. C'est que ces mots qu'on invente, ils vont vite être dévoyés pour être utilisés non pas comme simple mot qui représentait ce que les juifs vivaient, mais pour représenter ce que les juifs vont faire subir à d'autres. Et si le mot ghetto a disparu après son dernier avatar, celui du ghetto de Varsovie, celui du ghetto nazi, on voit réapparaître aujourd'hui dans l'histoire de la Palestine des gens qui vont parler du ghetto de Gaza. Et c'est quelque chose qu'on va revoir systématiquement. Ces mots qui exprimaient ce qui se passait pour le peuple juif vont être utilisés contre eux pour exprimer ce qui se passe pour leur ennemi. Le mot suivant, c'est génocide. Bon, on a oublié, on est dans un monde déchristianisé, on a oublié qu'on a tué un dieu. Qu'est-ce qu'on peut avoir fait de pire? Tuer un peuple. Ce mot génocide, il s'applique d'abord pour le peuple juif. C'est lui qui a subi un génocide. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous entendez partout? C'est les juifs qui, à leur tour, commettent un génocide. C'est-à-dire qu'on a fait un tour de passe-passe absolument incroyable, où de la victime du génocide s'est transformée en coupable d'un génocide. Le mot suivant, associé à génocide, Shoah, est un mot hébreu qui veut dire catastrophe et qui ne correspond qu'à l'histoire du peuple juif. Eh bien, celui-là aussi, on va le détourner. On va diminuer son impact, on va arrêter de parler de la Shoah, on va essayer d'en parler le moins possible. Et en contrepartie, on va créer un mot arabe, Nakba, qui va remplacer l'histoire de la Shoah. Un autre mot, encore une fois, un crime inexpiable, l'apartheid. Qu'est-ce que ça a à voir avec les juifs? Il suffit de se promener 5 minutes, 30 secondes à Mamilla pour comprendre qu'on ne vit pas dans un pays d'apartheid. Comment un tel mot a pu marcher dans l'inconscient collectif? C'est absolument invraisemblable. Mais cette falsification de ce mot qui s'appliquait à un régime bien particulier, qui voulait dire certaines choses, si on l'a transposé chez les juifs aussi facilement, c'est parce que cette falsification opère car elle trouve un terrain très fertile auprès d'une génération inculte et démunie de repères historiques. Mais finalement, ça marche. Encore un autre mot. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous, colonisation? C'est nous qui avons été colonisés pendant 2000 ans, à droite, à gauche, etc.
Comment peut-on parler d'un peuple juif colonisateur alors que c'est peut-être le seul peuple sur Terre qui revient dans sa terre, et donc c'est parce qu'il s'ancre dans sa terre ancestrale qu'il serait tout d'un coup un colonisateur? Non, mais toujours pareil, les générations totalement incultes en termes historiques, ben ça marche. On peut dire tout ce qu'on veut dire. Avant de continuer le répertoire, je vais vous faire remarquer quelque chose que vous avez peut-être remarqué, c'est qu'on n'est pas des brigands à la petite semaine. On n'est pas des voleurs ordinaires. Ah non, on nous accuse toujours du plus grand des crimes qu'on peut imaginer. C'est extraordinaire, c'est qu'on n'est pas un peuple ordinaire. On est quoi, 12-13 millions, et à nous seuls, on a fait les plus grands crimes de l'humanité. On a tué un dieu, on a tué les peuples, on crée l'apartheid, etc. Je vais reprendre un petit peu plus vite maintenant un certain nombre de mots pour vous montrer comment on a, au cours des siècles et en tout lieu, on a utilisé comme ça le vocabulaire pour marginaliser les juifs, pour dire qu'ils étaient finalement de grands criminels. Prenez le mot famine, qu'on revendique à droite et à gauche aujourd'hui. Les juifs ont été eux-mêmes victimes de famine au cours des âges, partout, et surtout dans la dernière guerre mondiale. Et encore une fois, on voit comment le vocabulaire peut être détourné, falsifié et transformé en outil d'accusation contre Israël. À chaque fois, le mot est repris pour accuser Israël. Je fais une petite liste là, vous allez voir. C'est impressionnant. Et je pense qu'en sortant d'ici, vous allez vous-même réfléchir, vous trouverez d'autres mots. Pogrom. Pogrom est un mot russe qui a inventé pour dire comment on massacrait des juifs en Russie au XIXe siècle. Pogrom va être réutilisé dans l'imaginaire pour dire comment les juifs peuvent faire des pogroms ou autres. Maran, mot espagnol, qui veut dire cochon. Il a inventé, encore une fois, pour stigmatiser les juifs. Qu'est-ce qui peut être pire que tout? C'est Maranos. Crime rituel. Le crime rituel. Qui a été inventé l'idée du crime rituel? C'est-à-dire que les juifs, encore une fois, ont été accusés d'un truc absolument horrible dont on n'avait accusé encore personne. Mais les juifs étaient capables du pire. Deux mots extraordinaires qui viennent de l'hébreu, qui sont les mots qui sont presque notre honneur, ont été complètement retournés dans l'histoire. Le mot cabale. Vous savez bien ce que c'est qu'une cabale. Une cabale en français, c'est désigner une conspiration. Donc ce mot qui est pour nous un mot juif traditionnel peut servir à nos ennemis pour déterminer l'idée folle d'une conspiration. Évidemment, en particulier les juifs qui conspireront. Le deuxième mot, sabbat, Shabbat. Sabbat en français et en anglais est utilisé pour désigner la nuit orgiaque des sorcières. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de pire? C'est-à-dire qu'encore une fois, on a pris nos mots pour transformer ce que nous sommes en des êtres non humains. En arabe, vous avez d'autres mots, Fahoud. En 1941, à Bagdad, il y a eu un immense pogrom. Le mot a été inventé également pour les juifs. C'est un mot qui n'est utilisé que pour cette journée de 1941. Un autre mot inventé pour les juifs, autodafé. C'est quoi un autodafé? Ce sont les marans, les juifs qui normalement se sont convertis et qui vont aller au bûcher parce qu'on les a surpris en train de regarder 3 étoiles à la fin de Shabbat, parce qu'on les a surpris en train de plus ou moins judaïser ou de ne pas prier à l'église. Les mots comme antisémitisme, antisionisme sont utilisés en permanence pour expliquer la détestation du juif, la détestation de l'israélien. Le mot sioniste devient maintenant une injure.
regardez, alors, Monsieur Trigano a dit que je travaillais sur les réseaux sociaux, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est effrayant. Je veux dire, quand on me traite de sioniste, ça me fait rire, mais je me rends bien compte que c'est une insulte. Intifada. Voilà encore un mot inventé pour désigner une seule chose, la guerre contre les Juifs. On a l'impression qu'on focalise l'imaginaire de l'humanité. Loi du retour. Loi du retour, c'est une invention juive qui correspond à quelque chose de sensé, qui correspond au fait que nous sommes revenus dans le pays de nos ancêtres. Cette loi du retour, on l'a déshabillée du sionisme pour la récupérer pour les Palestiniens qui, à leur tour, réclament leur loi du retour. Le monde du temple. La conquête arabe a pour tradition, vous l'avez dit, de transformer un petit peu tout. Le monde du temple, où on l'appelait la montagne des mosquées. Mais regardez, dans le simple nom d'une ville comme Shrem, Shrem a été rebaptisé par les Romains en Néapolis. Et ce qui est devenu Naplouse. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas pris, ils n'ont pas inventé leur nom à partir de l'hébreu, à partir du nom réel de la ville, mais à partir du nom romain. Un mot que vous allez aimer. Abject. Le dernier en date, celui du président Macron. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, abject? Abject, c'est quelque chose, c'est une souillure. C'est quelque chose qui n'appartient pas à l'humanité, c'est quelque chose qu'on rejette. Ce mot que Macron a utilisé est abject. Je vais m'arrêter là. Vous chercherez vous-même, vous verrez qu'il y a encore beaucoup d'autres noms. Il y a Khazar. Khazar, ça c'est le mot du réseau social. Khazar. Aujourd'hui, tous les juifs sont des Khazars, c'est-à-dire ils n'ont aucune raison d'être en Israël puisqu'ils sont des pays de l'Est. Oui, Khazar, vous avez raison, tout à fait. Tout à fait. Alors, comment est utilisé ce vocabulaire? La situation à Gaza n'est ni plus ni moins qu'une situation de guerre urbaine. Pourquoi ne pas utiliser les mots traditionnels de la guerre, ce qu'on a utilisé pour les zones de combat similaires où les puissances occidentales sont intervenues et où les dépêches d'agence font en général la distinction entre agresseurs et agressés? Tout simplement parce que cela ramènerait les Israéliens à n'être qu'une armée ordinaire, similaire à celle des pays occidentaux. Or, il est nécessaire de distinguer Tsahal des armées occidentales qui n'obéissent pas aux mêmes critères moraux. Il y a une autre forme de vocabulaire qui est aussi très importante et qui est utilisée à l'encontre des Juifs, c'est les mantras et les pictogrammes. Einat Wilf appelle ça la stratégie du slogan. Si vous fréquentez les réseaux sociaux, mais vous pouvez le voir partout à la télévision, c'est au lieu d'élaborer un discours anti-juif, on va se contenter d'écrire sionisme égale apartheid, sionisme égale nazi, sionisme égale géocidaire. Et on va faire plus que ça, on va passer au pictogramme, on va mettre le Magen David, et le Magen David a un gros avantage, c'est qu'il représente à la fois Israël et les Juifs, et on va mettre Magen David égale nazi. Le vocabulaire ne suffit pas à la représentation négative du juif. Des champs sémantiques sont associés aux juifs. Le sang, l'argent et la sexualité. L'obsession du sang. Les injures, accusations, éliminations, le sang est appelé très souvent pour définir le juif ou son contraire. Suceur de sang, au sens propre ou figuré, pour dire le sang c'est l'argent. Les hosties ensanglantées, le sang d'enfant pour la fabrication des matzot, la pureté du sang, l'impietà del sangue en Espagne, c'est une obsession qui revient régulièrement. La pictographie également. Quand vous regardez les dessins humoristiques à l'heure actuelle, vous verrez tout le temps où bien on représente un juif comme on l'a représenté pendant la guerre, comme un rapace, comme une pieuvre, comme un rapace qui tient toute la terre dans sa main, et souvent des soldats de Tsahal avec un Magen David bien en évidence. Ça, c'est la façon dont on parle de nous. Mais comment est-ce qu'on parle de nos ennemis?
L'emploi d'un vocabulaire excessif et biaisé à l'égard des Juifs et d'Israël s'accompagne d'une réticence marquée à nommer clairement les ennemis de l'État hébreu. Plutôt que de dire terroristes, on préfère des euphémismes comme combattants, militants ou activistes. Jusque dans les consignes des agences de presse, le vocabulaire est réglementé et imposé. Cette distorsion du langage a une double conséquence. En accusant Israël des pires crimes contre l'humanité, on travestit la réalité. En minimisant les actes des terroristes, on finit par les absoudre. Plus le sens des mots est perverti, plus la monstruosité de ces actes s'efface au détriment de la vérité. La culpabilité des Juifs est amplifiée sans limite, celle de ses ennemis est minimisée jusqu'à disparaître. Vous en avez parlé, la tradition de la substitution et du mensonge. L'islam, dans sa logique théologique, pratique une forme de substitution sémantique qui transcende le temps et la réalité. Vous savez bien que c'est le sacrifice d'Ishmaël et pas le sacrifice d'Isaac. Ainsi, les figures de la Bible sont revendiquées comme musulmanes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de parler des Arabes. Moi, j'ai beaucoup parlé avec des Arabes musulmans, même avec des imams, pour comprendre. Et ils vous disent, dur comme fer, mais Abraham, c'était un musulman, musulman. L'islamisme redéfinit les termes pour servir son narratif. Ce mécanisme n'est pas propre à l'islamisme. Il s'inscrit dans une filiation idéologique plus large, incarnée par le nazisme, le communisme et l'islamisme radical. S'il y a une azaka, il faut descendre à l'auditorium, c'est qui nous sert de miklat. Pour l'instant, c'est une atra, donc attendez, s'il y a une azaka, on descendra. Est-ce que j'en suis, je ne sais plus. Donc, en fait, avec ce qui se passe aujourd'hui, on est à la rencontre des trois plus grandes idéologies menteuses du XXe siècle. L'islamisme, le nazisme et le communisme. Le vocabulaire employé à l'égard des Juifs et d'Israël mérite un examen rigoureux de ses définitions. Mais cet exercice n'est pas celui qui permet de relever les intentions sous-jacentes de ces mots. Ceux-ci, loin de décrire fidèlement la réalité, doivent être analysés dans une perspective historique. La persistance à travers les époques et les lieux d'un lexique spécifiquement forgé pour les Juifs trahit un mécanisme d'exclusion systématique visant à les marginaliser hors du champ de l'humanité. Ce détournement sémantique, cette obsession, agissent comme des marqueurs. Ils reflètent l'incapacité des nations à accepter la singularité du peuple juif, porteur d'un message universel qu'elles rejettent tout en s'arrogeant le monopole de l'universalité. En fait, elles ont voulu prendre notre place, on est toujours là, elles ne sont pas contentes, donc il faut bien agir. Comment combattre cette obsession? Cette tâche est d'autant plus difficile que l'on doit faire aussi bien en terre d'islam qu'en Occident à des générations d'incultes en matière d'histoire qui, comme le dit si bien Benjamin Netanyahou, n'ont de l'histoire aucune connaissance qui aille plus loin que leur dernier petit déjeuner. Bon, vous avez compris qu'on a à faire face à une obsession de marginaliser le peuple juif. Je suis physicien de formation. Je me suis demandé si cette théorie que je viens de dire, là, je pouvais la mettre à l'épreuve. Est-ce que je pouvais chercher à trouver une expérience le prouvant? Alors je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait de pire que tout ce qu'on a vu. Déicide, génocide, etc. Et puis, eh oui, Gaïa, la planète. Ah, bingo, je cherche. Et je trouve extraordinaire. La guerre à Gaza génère plus de gaz à effet de serre qu'une centaine de pays.